Il y a des plantes qui aiment l'homme. Elles adorent pousser dans ces villes sans y avoir été invitées. On les appelle anthropophiles. La pariétaire est l'une de ces humanistes. Née sur les bords de la Méditerranée, où on l'appelle Gamba roussette, la jambe rouge, elle a suivi l'homme de ville en ville jusqu'au nord de l'Europe. Comme on dit, elle est montée à Paris. Elle y lève la jambe à Montmartre, entre les pavés. Quant à la Vergerette, émigrée du Canada en 1655, d'abord internée en France dans un jardin botanique, depuis, elle est en cavale. Le Buddleia, venu de Chine, se fait très bien à la vie de Paris, à condition d'habiter les quartiers pas chers. Ici, il a trouvé l'eau courante le long d'une gouttière. De même, le kénopode, dont le nom signifie patte-doie, choisit les quartiers tranquilles, sans trop de circulation, pour traverser la rue. Mais le véritable squatter de Paris, c'est l'élante. Il vient des îles Moluques, où son nom signifie « arbre du ciel ». Il y vivait avec un papillon qui, sans lui faire de mal, pondait ses œufs sur ses feuilles et qui, pour emballer ses chenilles, produisait de la soie. Ce que voyant, au XIXe siècle, un missionnaire emballa le tout, le papillon et l'arbre du ciel, qui se retrouvèrent à Paris. Tout lui étant bon, les avenues comme les terrains vagues, l'élante se fit très vite à la vie parisienne, et le papillon suivit le mouvement. Remarqué pour sa taille et son élégance, il est devenu la coqueluche de Paris. Depuis, plus question de le laisser traîner dans la rue. On recueille sa chenille endormie dans la nymphe, accrochée aux feuilles de l'élante. On le fait naître en maternité et aussitôt, on le met dans un bocal de cyanure. C'est ainsi qu'il meurt, sans plus jamais rejoindre l'arbre du ciel qu'il attend toujours dans les rues de Paris. À l'inverse, il y a des plantes qui sont aimées par l'homme. Dans ce cas, il les cultive à ce point qu'il est obligé, par exemple, d'élever des bourdons chargés de transporter leur pollen. Celui-ci est stagiaire, il en perd beaucoup. Cette fleur insignifiante est celle de la luzerne, aliment essentiel pour le bétail. L'abeille domestique est trop grosse pour sa petite corolle. Seule parvient à l'ouvrir cette abeille, plus petite mais solitaire, qui refusent de vivre en société, chacune creusant son propre nid dans la terre. Du coup, cette abeille antisociale et individualiste est élevée dans le monde entier, y compris en URSS. On sait aujourd'hui pourquoi toutes les légumineuses, comme la luzerne, enrichissent le terrain où elles poussent. Elles ont l'art de vivre en symbiose avec des bactéries qui leur permettent de pomper l'azote de l'air pour le fixer sur leurs racines sous forme de nodules. Les chercheurs français ont trouvé au Sénégal une légumineuse tropicale, Sesbania rostrata, qui fixe l'azote en nodules sur sa tige autant que sur ses racines et semble bien être la championne du monde de fixation d'azote. 200 kg par hectare et par saison. Mise à côté du riz, elle en double le rendement et la teneur en protéines. Les légumineuses nous prouvent en somme qu'en produisant pour s'enrichir, on peut très bien enrichir le voisin.
On chuchote que, chouchoutés par les chercheurs, les légumineuses au XXIe siècle auront supprimé les famines. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de les supprimer. Le roi Louis XVI, un jour, au château de Versailles, arbore à sa boutonnière une fleur insolite et modeste. On murmure, on s'interroge, et il déclare en substance: « Messieurs, cette fleur va supprimer les famines, donc les révoltes. Il serait temps d'en planter. » Ceci étant le pré-générique d'un feuilleton historique intitulé Solanum tuberosum, ou les tribulations d'un tubercule. Solanum du latin solari, soulagé. Parce que la pomme de terre fait partie de la famille des solanacées, dont certains membres, comme la belladone, contiennent des narcotiques dangereux. En fait, la pomme de terre, si l'on veut bien éplucher son dossier, est loin d'être innocente. Non seulement sa tige, ses feuilles, ses baies sont toxiques, mais aussi les taches vertes qu'on voit parfois sur ses tubercules et les germes qui naissent à partir de ce qu'on appelle ses yeux. C'est au Pérou qu'elle est née, à l'état sauvage, sur les contreforts des Andes. Elle a horreur des basses terres tropicales. Bien avant Christophe Colomb, les Indiens font de la pomme de terre la déesse de la vie. On pense que ce sont les moines espagnols qui, les premiers, ont négocié avec les Indiens l'autorisation d'emmener la pomme de terre en tournée. C'est ainsi qu'au début du XVIe siècle, elle part à la conquête d'un nouveau monde, l'ancien continent. Et là, elle se plante. Normal pour un début, mais c'est pour être, hélas, livrée aux cochons. Pendant 2 siècles en Europe, la carrière de la pomme de terre, il faut bien le dire, est enterrée. C'est au XVIIIe siècle, enfin, qu'elle trouve la chance d'une deuxième carrière. En Allemagne, on la donne aux prisonniers. Humble promotion, mais il y a là, comme par hasard, un Français. Il s'appelle Parmentier. Pharmacien dans le civil, il se jure, une fois libéré, de faire savoir aux Français que la pomme de terre peut éviter les famines. Pour cela, il fait 3 choses. 1. Il en plante à côté de Paris, les faisant garder par des militaires le jour, mais surtout pas la nuit. Ça ne rate pas, on en vole. C'était le but recherché. 2. Il obtient de Louis XVI qu'il porte une fleur de pomme de terre à sa boutonnière, le meilleur emplacement publicitaire qui soit. Pas pour longtemps, il est vrai. 3. Il invite à un grand dîner les vedettes de l'époque et ne leur sert, mais de toutes les façons, y compris en alcool, que de la pomme de terre. Il y a là Franklin, Lavoisier, tout le gratin. La pomme de terre est lancée à Paris et atteint même les couches populaires. La catastrophe se prépare. 60 ans plus tard, 1845, la pomme de terre, devenue la base unique de l'alimentation en Irlande, est attaquée par un mal qui répand la terreur. C'est un champignon dont les filaments plongent dans les nervures des feuilles de la plante pour en puiser la sève.
Après quoi, il produit des spores que le vent ou la pluie projette sur les plants voisins, où renaissent d'autres filaments, qui finissent par s'attaquer à toute la plante et à tous les champs de pommes de terre de l'Irlande. En 4 ans, de 1845 à 1849, la population diminue d'1,5 million de personnes, mortes de faim ou émigrées vers les États-Unis. On donne aux champignons le nom de mildiou, qui signifie, en anglais, tache d'humidité. En 1885, enfin, on découvre qu'on peut le détruire grâce à un mélange de sulfate de cuivre et de chaux. La pomme de terre est-elle sauvée? Pas encore, hélas, car la voici convoitée par le bandit du Colorado. La pomme de terre, en effet, avait émigré aux États-Unis bien avant les Irlandais. Or, là, depuis toujours, au Colorado, vivait un sauvage ignoré. Affublé de peintures de guerre, il s'attaquait, de temps à autre, à une solanacée sauvage, dans l'indifférence générale. Quand il voit arriver, vers 1840, avec les colons, cette solanacée civilisatrice, il fait comme les Indiens, il attaque. On l'appelle aussitôt la bête du Colorado, ou le porteur de lance, en grec Doryphore. Il devient la terreur de la pomme de terre. Au point que, remontant sa piste, à rebours des colons, il entreprend la conquête de l'Est. En 18 ans, il parcourt 2000 km. Si bien qu'en 1860, quand les Irlandais arrivent sur la côte atlantique pour avoir fui la pomme de terre, le Doryphore s'y trouve déjà pour l'avoir suivi. En 1922, il embarque et se retrouve à Bordeaux. 1931, il est aux portes de Paris. 1940, il envahit la Belgique. « 1941, le Doryphore envahit l'Allemagne. 1946, non seulement toute l'Allemagne est occupée, mais au mépris de la neutralité, le Doryphore s'attaque à la pomme de terre suisse. 1951, il envahit la Pologne et la Tchécoslovaquie. 1956, il attaque la Russie. 1960, faisant mieux sur ce point que Napoléon et Hitler, le Doryphore arrive en Sibérie. 1963, comme eux, par contre, il renonce à l'Angleterre. 1964, pas plus que Mussolini, il n'a réussi en Grèce, mais il occupe déjà tout le nord de l'Italie. Presque partout en Europe, la pomme de terre est aux abois. Est-ce la fin? Non. Car le bandit du Colorado, quand il vivait chez lui, avait une ennemie. Une punaise. Depuis des temps immémoriaux, elle se planquait sur les solanacées sauvages pour l'attaquer. Apprenant cela, en 1950, les Allemands, très attachés à la pomme de terre, la font venir des États-Unis et l'engagent comme chasseuse de primes. Elle aussi est armée d'une lance, mais munie d'un crochet servant à maintenir la proie. De plus, la lance est creuse, grâce à quoi la punaise injecte au Doryphore, et même à ses bébés, un liquide paralysant. Ensuite, elle en aspire le contenu vivant, comme avec une paille, ne laissant que la boîte. On pense alors, dans les années 60,
que la pomme de terre est sauvée. Hélas, la punaise est sudiste et ne supporte pas le froid. Le feuilleton continue dans les années 1980. On en est à la pomme de terre éprouvette. Le plus étrange est que les Indiens du Pérou, qui en avaient fait la déesse de la vie, l'ont complètement laissé tomber. Ils refusent de cuire ce qu'ils ont adoré. Mais de la pomme de terre, passons à la pomme de pin. Nous sommes dans le nord de la Roumanie. On aime ici tellement le sapin qu'on le fait participer à tout. Tant que l'amour pour le sapin, ou l'épicéa, se traduit par ce folklore, c'est que l'homme le respecte. Il le tient pour un partenaire. Mais quand il commence à en planter partout, parce que les conifères font du bois plus vite que les feuillus, il arrive, pour la pomme de pin, l'équivalent du fléau de la pomme de terre. Le plus terrible est l'IPS, IPS, qu'on appelle aussi typographe ou calcographe, ce qui veut dire graveur de cuivre, à cause des jolies gravures qu'il fait. 4 images par heure. Sous l'écorce d'un épicéa, qu'elle choisit déjà malade ou affaiblie, la femelle de l'Ips entreprend de creuser des galeries qui sont les couloirs d'une maternité. De loin en loin, elle installe des chambres pour ses bébés. Ils y vivront le temps de devenir des chenilles et de ressortir de l'arbre. Les Ips sont ainsi anéantis, en Allemagne et en France, des dizaines de millions d'arbres affaiblis par la sécheresse de 1983. Alors, là aussi, on a engagé un chasseur de primes. On l'appelle Thanasimus, le tueur. Il attend sa victime à la sortie et celle-ci n'a pas le temps de faire Ips. Hélas, un seul couple d'Ips peut engendrer 200 000 larves. Et il arrive aussi qu'on ne trouve pas le prédateur naturel. Par exemple, contre l'Hymantria monaca, surnommée la nonne, venue de Sibérie. Rien à faire contre elle dans les forêts d'Europe centrale. L'homme découvre ici qu'aimer une plante, au point d'en faire de la monoculture, c'est faire galoper la démographie d'un prédateur jusque-là discret. L'apprenti sorcier apprenant son métier, l'un des trucs à la mode, en cette fin du XXe siècle, est de trouver, puis d'élever, un insecte qui pond ses œufs dans les œufs ou les chenilles de l'autre. Ainsi, on élève une guêpe capable de repérer, sous la peau des fruits, grâce à un genre de sonar, les œufs de la mouche qui les parasite. En Australie, pour protéger le chou contre la fameuse pierride qui pond ses œufs dans ses feuilles, on a trouvé cet insecte. Dans la chenille de la pierride, il pond ses œufs, qui deviendront des larves se nourrissant de celles du papillon, laquelle finira par accoucher de ses assassins. Cela s'appelle la lutte biologique.
Mais pour finir plus gai, et puisque nous sommes en Australie, voici l'histoire du bousier. Parmi les éboueurs de la nature, auxquels il convient de rendre hommage, figurent les scarabées qu'on appelle coprophages, littéralement mangeurs d'excréments, communément les bousiers. On peut leur décerner la poubelle d'or. Les bousiers américains sont les plus design. Exemple Phanaeus imperator ou son cousin violet. Le plus grand d'entre eux est africain, 40 mm de long, équipé pour le traitement des bouses d'éléphant. Mais le plus illustre des bousiers, c'est le scarabée sacré, celui que les Égyptiens avaient divinisé sous le nom de Képer et qu'on retrouve en bijoux au bras des pharaons. Sa spécialité, confectionner, à partir des bouses de vache, des boulettes plus grosses que lui, qu'il fait rouler jusqu'à un endroit où il les enterrera pour nourrir ses larves. Or, depuis toujours, en Australie comme partout ailleurs, la nature avait prévu des bousiers. Ces bousiers-là étaient spécialisés dans les crottes de kangourou. La crotte de kangourou est modeste et se rencontre de loin en loin, étant donné que le kangourou fait des bonds. Elle est facilement récupérée par le bousier local qui a suivi l'évolution du kangourou. Tout va donc bien en Australie jusqu'en 1788. À ce moment, arrivent l'homme et la vache. Le kangourou n'insiste pas. Il reflue vers les zones arides, laissant derrière lui son bousier. Cependant que les pâturages australiens se couvrent de bouses de vache à la cadence de 450 millions de bouses par jour. Les bousiers australiens, spécialisés dans la crotte marsupiale, dont le côté parcimonieux leur suffisait amplement, sont débordés, si bien que recouverte, écrasée, l'herbe meurt. En 1978, les autorités australiennes estiment la surface de pâturage perdue sous la bouse de vache à 1 million d'hectares par an. Que faire? À partir de 1960, les Australiens favorisent l'entrée de dizaines d'espèces de bousiers immigrés, africains et européens.
sommes en France, sur la côte d'Azur, au-dessus du village de La Turbie, sur la montagne qui domine la principauté de Monaco. Ici, vers l'an 6 avant Jésus-Christ, un trophée fut élevé par les Romains pour célébrer la soumission des Ligures par l'empereur Auguste. Du haut du trophée, sa statue dominait le paysage. Imaginons que, 2000 ans plus tard, ils reviennent, non plus en conquérants, mais en touristes. Il aurait bien des surprises. Mais c'est d'abord devant la nature qu'il perdrait son latin. Devant le platane, à la rigueur, il pourrait dire « J'ai déjà vu ça quelque part ». Ça n'était pas chez Cléopâtre. Le platane, à l'époque, ne vivait qu'au Moyen-Orient. Il n'est arrivé en Europe qu'au XVIe siècle. De même, le marronnier, qui vivait à l'état sauvage dans les montagnes de Grèce et des Balkans, a pu y être aperçu par quelques Romains égarés. Mais ça, dirait l'empereur, inconnu au bataillon. Le mimosa n'est arrivé d'Australie en Europe que vers 1880. Et ça, jamais vu non plus. Les magnolias sont originaires d'Amérique du Nord, de Chine et du Japon. Quant à ça, dirait Auguste, alors là, c'est n'importe quoi. Apprenant qu'on l'appelle figuier de barbarie, il ajouterait « La Berbérie, c'est l'Afrique du Nord. Jamais un Romain n'y a vu ce machin piquant. » L'Opuntia ficus, de son vrai nom, est arrivé du Mexique au XVIe siècle, bien après Auguste et Jésus-Christ. Le pélargonium, ou géranium des fleuristes, est venu, lui, du cap de Bonne-Espérance vers 1860. Le fuchsia, du temps d'Auguste, était chez les Mayas, dans la forêt d'Amérique centrale. Ah, ça, par contre, pourrait-il dire, je connais. L'acanthe à feuilles molles est originaire de la Méditerranée. Ce sont ces feuilles qui ont inspiré les sculpteurs des chapiteaux corinthiens. C'est à partir du Moyen-Âge en Europe, mais surtout au XIXe siècle, que l'homme a entrepris de déplacer les plantes. Et il arrive qu'il s'en morde les doigts. La jacinthe d'eau est originaire de l'embouchure du fleuve Amazone. Sa fleur est si jolie que des amateurs ont emmené des pieds de jacinthe un peu partout dans le monde. Or, un pied de jacinthe en donne 2 en quelques semaines. Résultat, en Australie, pour s'en débarrasser, on importe de Floride en 1975 un charançon qui détruit la jacinthe d'eau. Et puis, on s'avise du fait qu'elle absorbe tout ce qui traîne dans l'eau, y compris les métaux et les substances radioactives. Du coup, en Roumanie comme ici, mais aussi aux États-Unis, elle est embauchée pour nettoyer les eaux usées. Affaire à suivre. C'est dans les îles, forcément, que l'introduction de peste végétale fait le plus de dégâts. Les Mauriciens et les Réunionnais en savent quelque chose. Une équipe de l'aventure des plantes, guidée par Pierre Valk, mène une enquête sur place. Ici, les Malgaches, les Hollandais, les Français, les Anglais, les Indiens, les Chinois, tout le monde est arrivé en apportant des plantes. Résultat, certaines sont devenues des hordes colonisatrices
qui détruisent la flore indigène. La pire est une ronce épineuse venue de Malaisie en 1850. La vigne marronne. 50 ans plus tard, elle était déjà devenue un véritable fléau. Aujourd'hui, c'est la peste de l'île de la Réunion. Il y a d'ailleurs de jolies pestes. On sait que ce sont les pires. Ainsi, le lantana, dont les belles petites fleurs ont fait qu'on l'a trimballé dans toutes les zones tropicales. Mais ces milliers de graines se font répandre par les oiseaux. Ici, à l'île de la Réunion, on l'appelle Galabert de l'enfer, parce qu'il aurait été amené par un abbé nommé Galabert. Le pauvre, s'il avait su. Aux Indes, en Australie et aux îles Fidji, on lui a déclaré la guerre. En Tanzanie, on a édité cette affiche. Recherché pour vol de terrain. Détruisez-le à vue. Et voici l'envahisseur chinois, le goyavier. Chaque kilo de ces fruits donne 250 grammes de pépins, soit 18 000 graines. Il y a des ravins à l'île Maurice où l'on ne pénètre plus. Quant à la liane papillon, elle est arrivée du Bengale. Pour gagner du terrain, elle parachute ses graines en hélicoptère. L'embêtant, ici, c'est la rose de bois. Faut-il la combattre ou non? Oui, parce que c'est une envahisseuse de la famille du liseron venue d'Amérique tropicale. Mais quand ces fleurs ont fait leurs graines, elles les enveloppent dans ces sortes de roses de bois qui font très bien dans les bouquets secs. Certains conservateurs, botaniques s'entend, pencheraient donc pour laisser la rose de bois cohabiter avec les plantes indigènes. Dans la mesure où il en reste. Car voici le marché aux herbes médicinales de l'île Maurice. Ceux qui récoltent ces plantes sont appelés ici les tisaneurs. Si leurs tisanes ne font pas forcément du bien, elles ne font pas de mal, sauf aux plantes. Le benjoin, par exemple. Même ce spécimen rarissime, conservé dans le jardin botanique de Curepipe, a été écorché par ceux qui vendent son écorce pour en faire une tisane dépurative. Quant à la liane crochet, elle peut, grâce à son curieux système, grimper jusqu'à 20 mètres de hauteur, en s'accrochant dans les arbres. Hélas, utilisée comme tonique et sudorifique, elle est aujourd'hui classée extrêmement rare. Autre malheur, celui de l'ébénier. Quelle idée aussi d'avoir à partir d'un certain âge le cœur dur et noir. Les Hollandais avaient déjà saccagé les ébéniers de l'île Maurice avant l'arrivée des Français et des Anglais. Il nous reste un mot, l'ébénisterie. Il y avait 6 espèces de Trochetia, dont celle-ci, devenue l'emblème de l'île Maurice. Mais l'une des 6, disparue depuis 1830, n'est plus connue que par des descriptions. Et l'on pourrait observer une minute de silence à la mémoire des plantes disparues. Asteria rosea, somptueux arbuste aux feuilles arrondies, dont les fleurs roses étaient encore plus belles que celles du Trochetia, portée disparue depuis 1950. Hibiscus à fleurs de lys, signalé à l'île de la Réunion par le français Commerson
en 1771. N'a plus jamais été retrouvée depuis. Espèce considérée comme éteinte. Angræcum palmiflorum, orchidée en forme de palmier, aperçue vivante pour la dernière fois en 1870 par le botaniste français Cordemoy, peinte à la gouache par son épouse Eudoxie. C'est tout désormais ce qu'il en reste au monde. Et voici celle qu'on a failli perdre. Les îles Seychelles. C'est ici, dans l'île de Praslin, dans cette vallée et nulle part ailleurs, que vit le coq-aux-fesses. L'aimable rotondité de ses noix, qui justifierait, du moins quand elles s'avisent de germer, la position d'une feuille de vigne, lui a valu la faveur des touristes. Or, il met 30 ans à la faire, cette noix. En plus, il la fait souvent pour des prunes. Désormais, le gouvernement les recense, décide de celles qui seront revendues aux touristes et de celles qui seront autorisées à donner des arbres. Le coq-aux-fesses, géré par des fonctionnaires, a donc une situation assise. Mais il est coincé. Ses graines sont trop lourdes pour germer ailleurs qu'à son pied. Elles ne peuvent ni rouler jusqu'à la mer, ni flotter longtemps pour aller germer sur une autre île ou un continent, comme les noix de coco classiques. Changeons d'océan et d'hémisphère. Nous sommes dans le Pacifique Nord, dans les îles Sandwich. Nous survolons les pentes du volcan Haleakala, dans l'île de Maui, à côté d'Hawaï, à la recherche d'une plante extraordinaire dont l'adaptation tient du miracle et qu'on a bien failli perdre. Il ne pousse nulle part ailleurs qu'ici, au sommet du volcan, à 3000 mètres d'altitude. Le sabre d'argent. Son nom vient de la forme de ses feuilles et des poils argentés dont elles se recouvrent pour conserver l'humidité des nuages et en même temps se protéger des rayons ultraviolets en les réfléchissant. Il met 20 ans à fleurir. Mais alors, c'est splendide. 400 têtes florales sur 2 mètres de hauteur. Dès qu'elles ont fait des graines, il meurt. Au début du siècle, il a failli disparaître du volcan, donc du monde, à cause des chèvres, devenues sauvages, et des alpinistes qui le ramenaient comme un trophée. Les Américains s'étant décidés à le protéger, le sabre d'argent, de son nom hawaïen Aina Ina, est sauvé. Quant à cet arbre, le Sophora toromiro, il est en clinique en Suède où son état est, comme on dit, stationnaire. C'était celui qui couvrait l'île de Pâques. Le dernier y est mort en 1962, débité en statuette pour les touristes. Mais in extremis, en 1955, le Norvégien Tore Heyerdahl a prélevé de ce dernier arbre une branche avec des graines et les a confiées au jardin botanique de Göteborg. En 1982, l'un des arbustes sortis de ces graines s'est décidé à fleurir et à faire à son tour des graines. Ressemées à l'île de Pâques, elles n'y ont pas germé. Seul espoir, la culture in vitro. Pour que l'île de Pâques se retrouve à l'ombre du Toromiro, il faudra attendre le milieu du XXIe siècle. Les îles Auckland sont un archipel isolé, inhabité, entre la Nouvelle-Zélande et le continent antarctique. Ici,
Le 1er janvier 1864, une goélette vient se fracasser contre une falaise. Les 5 hommes de l'équipage s'en tirent de justesse. Les naufragés commencent par construire une cabane. Ils en couvrent le toit d'une herbe haute qui pousse en touffe. Il y en a tellement qu'ils en font 9000 gerbes. L'île est couverte d'une végétation inextricable, à tel point que les naufragés ont du mal à y poursuivre les phoques dont il faut bien qu'ils se nourrissent. Ils chassent aussi les goélands et les albatros pour leur prendre leurs œufs. Il y a, un peu partout, des arbustes très beaux, tortueux à cause du vent, mais couverts de fleurs rouges. Ces arbres donnent des graines qui nourrissent des petits perroquets. À l'un d'eux, ils apprennent à dire en anglais « Dieu vous guide, messieurs ». Godspeed you, gentlemen. Ils trouvent 2 plantes pour se nourrir. D'après leur description, l'une d'elles pourrait être un canard, connu pour ses rhizomes sucrés. L'autre est un arbrisseau couvert de fruits qui ont le goût des groseilles. 1 an et demi plus tard, juillet 1865, les naufragés sont recueillis. « 120 ans plus tard, janvier 1985, en plein été austral, une équipe de reportage débarque dans l'île des naufragés. Mission, voir si la nature a changé. Après le naufrage de 1864, les Néo-Zélandais ont débarqué dans l'île un taureau, une vache et un couple de lapins, pour que d'autres éventuels Robinson trouvent de la viande sur place. Les bovins ont proliféré et leurs descendants sont redevenus sauvages. Quant aux lapins, alors là, il faut dire qu'on n'a pas introduit n'importe quel lapin. Il s'agit d'un lapin français, le gris de Champagne. Il se reproduit avec la célérité légendaire du lapin, français ou non. Résultat, l'île des naufragés a été tondue. L'herbe haute, qui avait servi à couvrir leur cabane, ne peut plus pousser que là où il est suicidaire, même pour un lapin, de s'aventurer, à l'extrême bord des falaises. Les goélands et les albatros, qui avaient besoin de cette herbe pour construire leur nid, la cherchent désespérément. Ils doivent maintenant pondre à découvert sur les rochers, ce qui augmente la mortalité infantile. Ils ont appris à chasser les lapins, mais plus ils en tuent, plus il en sort. Les vaches elles-mêmes, n'ayant plus assez d'herbe, vont chercher les algues dans la mer. Ah, mais voilà les arbres tortueux, décrits par les naufragés, avec leurs jolies fleurs rouges. Ils sont toujours là. On les appelle des ratas. Oui, mais ils sont en train de mourir sans laisser de descendance. Car les lapins et les vaches ne laissent pas la moindre chance à leurs plantules de pousser autour d'eux. Et voilà les perroquets des naufragés, toujours là eux aussi. Mais puisqu'ils mangent essentiellement les graines des arbres à fleurs rouges, ils disparaîtront après le dernier d'entre eux. Godspeed you, perroquet. Quant aux 2 plantes qui ont sauvé les naufragés, plus la moindre trace. Par contre, voici les seules plantes qui ont échappé au massacre. Une espèce de gentiane, une fougère, et cette jolie plante à bulbe, la bulbinella. Les seules qui se sont rendues immangeables par un goût âcre, une odeur dissuasive ou un poison. Toutes les autres plantes sont portées disparues
ou en perdition, parce que l'équilibre animal-végétal a été perturbé. Et à propos d'équilibre, revenons à l'empereur Auguste. Qu'est-ce que c'est encore que ce machin-là, dirait-il de nos jours, en voyant l'agave? Les abeilles de la Méditerranée n'avaient jamais vu d'agave avant le 19e siècle, époque où il est arrivé du Mexique, où il est fécondé par les chauves-souris. Elles n'ont pas été invitées sur la Côte d'Azur en même temps que l'agave, et il n'est pas certain qu'elles s'y seraient adaptées. Quant à ces eucalyptus de l'aéroport de Nice, ils sont arrivés d'Australie en 1869. Là-bas, ils sont fécondés par des petits marsupiaux, comme ces opossums, dont le museau fin est une adaptation à la forme de leurs fleurs. Attirés par le nectar, ils se font coller du pollen sur le nez et le transportent d'un eucalyptus à l'autre. Ils n'ont pas suivi les eucalyptus en Méditerranée, où probablement ils n'auraient pas survécu. Le contrat entre une plante et un animal est valable à l'endroit où il a été signé, pas forcément ailleurs. Et comment ne pas protéger une symbiose aussi étonnante que celle-ci, entre des oiseaux et une fleur qu'on appelle la patte de kangourou. Ce nom lui vient de sa forme exactement adaptée à la taille et à la tête des oiseaux qui viennent la féconder. Attirés par le nectar au fond de la corolle, ils se posent. La coiffe de la fleur leur dépose du pollen sur la tête avec sa frange d'étamine, ou, au contraire, en recueille avec deux longues antennes recourbées. La patte de kangourou, devenue l'emblème d'un État d'Australie, est désormais protégée en même temps que sa fidèle clientèle. Mais depuis le milieu du 19e siècle, autant de plantes ont disparu de la surface de la Terre que depuis l'époque des Romains. Et sur 300 000 espèces végétales, 40 000 sont menacées d'extinction avant le milieu du 21e siècle. Une plante sur 7. Renverser le processus, dirait l'empereur, qui parlait couramment latin, voilà bien un travail de Romain.